C'est ça. Dans les coulisses. On a notre ingé son et lumière. Eh bien, merci d'être tous ici pour notre midi-tech sur GitLab, How to GitLab, un petit peu back to basics. Donc, génial, ça commence bien. Hop, une petite introduction. Du coup, le but de la présentation, c'est vous donner des clés pour faire de la CI en fait, sur GitLab, qu'on ait un peu tous le même vocabulaire et aussi que vous ayez à disposition des exemples sur lesquels vous pouvez jouer pour mettre en place de la CI. On va commencer d'abord par une petite partie vocabulaire, un petit peu retour sur GitLab, comment ça marche quoi, concrètement. Qu'est-ce que c'est les runners? Et puis, on va passer sur différents éléments de des pipelines qui est intéressant de mettre en œuvre au niveau de GitLab CI. Toujours à gauche. Ouais, faut le clavier si tu veux. Quoi? C'est avec le clavier sinon si tu veux. Ah, pas con, pas con. Du coup, en termes de vocabulaire, déjà, on va commencer par le début. GitLab CI, ça commence par un fichier en YAML qui s'appelle gitlab-ci.yaml. C'est le plus simple. On va y définir les pipelines. Les pipelines, c'est un diagramme en fait qui est orienté, qui va lancer différentes étapes qu'on va appeler des jobs. Et ces jobs vont être à l'intérieur de stages qui vont définir en fait les étapes de notre pipeline. Donc, on a un petit schéma ici pour vous représenter ça. Oups, là, forcément. Avec là, on va voir les stages. Et ça, c'est les jobs. Truc tout simple. Hein. Au niveau de la constitution du fichier GitLab, on retrouve généralement 3 blocs qui sont assez sommaires. Donc, le bloc défaut, où c'est là ce qu'on va venir renseigner pour tout ce qui va s'appliquer sur tous nos jobs. Le bloc stage qui va définir du coup les différentes étapes. Et le bloc des jobs où on va venir vraiment renseigner sur quoi ce qu'on va exécuter en fait dans notre pipeline. Et maintenant, pour enchaîner sur les runners. C'est bon. C'est bon. C'est pour le retour caméra. Genre, j'espère que ça plus vite. Les runners, du coup, c'est simplement un environnement d'exécution. C'est-à-dire que, basiquement, c'est une machine ou un conteneur sur lequel vous venez exécuter des commandes shell. Et de là, on pourra obtenir un job. Comment que ça marche? Le runner, lui, il va venir poler les jobs qui sont sur l'instance GitLab. C'est-à-dire que si on a, par exemple, un blocage de port dans un sens, je me rappelle plus dans quel, mais c'est pas grave. Si on a un blocage de port, typiquement, le runner peut toujours contacter GitLab si les ports sortants sont ouverts. Et pour manipuler ça, on va avoir à disposition une command line interface qui est assez simple, qui permet de manipuler en fait des workers et de les déclarer et de les manipuler. Les workers, ça va être vraiment la visu GitLab en fait. C'est un petit peu bizarrement foutu sur GitLab, mais on va voir une partie runner, mais en fait au final c'est les workers. Et c'est les workers qui vont venir exécuter les jobs. C'est là qu'on va venir renseigner aussi l'environnement d'exécution, aka les exécuteurs. Et on peut venir définir ça pour différents niveaux, que ce soit au niveau de l'instance GitHub, le groupe ou le projet. Et donc, en termes d'exécuteurs, ça, c'est un petit peu les différents environnements d'exécution que vous pouvez croiser. Il y en a d'autres encore que je n'ai pas renseignés, mais c'est basiquement cela. On va retrouver du coup le shell exécuteur qui s'exécute directement sur une machine. Tout ce qui est VM exécuteur, c'est à partir d'une VM existante, il va cloner une autre VM et il va venir exécuter les commandes qu'il faut. Docker exécuteur, ça parle un petit peu de soi, c'est exécution dans un conteneur. Pareil pour Kubernetes. Et le SSH exécuteur qui, lui, va venir s'exécuter à travers SSH. Chacun a ses inconvénients et ses avantages. Typiquement, le Docker exécuteur, on va pouvoir partir à chaque fois d'un environnement clean, vu qu'on vient réinstancier un conteneur à chaque exécution. Par contre, tout ce qui est shell et SSH exécuteur,
bah, fatalement, on part de la base où il y a pu y avoir d'autres commandes exécutées sur la machine. Donc pas de state vraiment bien géré. Les exécuteurs, là, c'est lié au worker ou pas? Ouais, tu renseignes ça en fait dans ton worker, l'exécuteur. Donc c'est un runner, là, enfin, un worker, c'est Ton runner, en fait, il va avoir un ou plusieurs exécuteurs. Mais c'est bien au niveau de l'exécuteur que tu viens définir ton environnement d'exécution. Et du coup, pour la petite installation, c'est assez simple. On peut retrouver ça, du coup, le CLI dans des repos. Donc, je vous ai mis les petites lignes de commande pour installer et pour Docker. C'est assez simple aussi. C'est juste une image à pool. Et je vous disais que du coup, le runner, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient faire du polling sur l'instance. Pour pouvoir faire du polling, c'est nécessaire aussi de l'enregistrer au niveau du GitLab, que le GitLab sache que le runner existe. Et c'est tout aussi simple. On vient du coup par la CLI lui demander de se register. Il va nous demander des informations nécessaires pour la suite. Et pareil pour le conteneur Docker qui, au final, est sur la même syntaxe que la CLI. Donc, si on sait manipuler la CLI, on sait très bien manipuler par le conteneur Docker. Et petit instant démo. Donc, pour vous montrer l'enregistrement d'un runner. Ouais. Tu peux zoomer, ouais. Je sais pas comment on zoome. Non, Voilà. Donc, c'est bon, c'est en blanc. je suis allé définir dans un Docker Compose directement en fait mes runners. Pour mes tests, en fait, j'ai pris plutôt un runner Docker. Donc, c'est-à-dire que ce runner-là, on va avoir un conteneur Docker qui va venir, qui est un agent en fait qui va rester en écoute. Et cet agent-là va venir lancer à chaque job, va venir lancer un conteneur pour exécuter nos commandes qu'on aura dans notre job. Donc, on peut retrouver un petit peu ces informations-là au niveau du register. Là, on a donc l'exécuteur Docker, l'image qui est utilisée ici, et sur quelle instance on va venir brancher ça. Il y a le registration token qu'on peut... Je ne marche pas très bien ta souris. Hein. Parce qu'il y a eu de la flotte en dessous, c'est pour ça. Je ne veux pas savoir. Non, mais c'est juste littéralement là. Sur le... Hop. Au niveau de l'enregistrement d'un token, enfin pour récupérer les tokens, on a plusieurs possibilités. Donc ici, c'est la vue qu'on voit par exemple sur un projet au niveau des runners, où on va pouvoir venir enregistrer nos runners. Donc basique. Je laisse faire. Better. Je vais me tirer dans des jumelles la prochaine fois. Donc, le token, on va avoir besoin de ce token qui est généré par GitLab pour pouvoir enregistrer un runner. Et hop là, si je lance du coup mon Docker Compose. Et que je réactualise. On voit que mon runner est apparu, du coup, local runner. Et c'est un runner qui tourne sur ma machine. Donc, ça peut avoir un intérêt, typiquement, si vous avez envie de tester des CI, de pouvoir tester directement aussi, directement sur votre machine, d'avoir un runner. Ça peut être utile. Est-ce que tu t'es confronté au problème de faire une Docker? Ouais, plus d'une fois. Ouais. Ça te facile, ça, ou pas? Ouais, quand même, ouais. Il y a pas mal de docs sur le sujet. Typiquement, pour faire du test container, tu vas utiliser du Docker in Docker. Ils ont même une doc sur test container, je crois. Je ne sais plus si c'est côté test container ou côté GitLab. Mais ouais, ça se résout assez bien. Ouais.
Ouais, c'est ça. Déjà, dans le volume, j'ai un bind de mon socket Docker. Il est, hop, il est ici. Et en fait, la base, c'est que généralement, ouais, tu vas venir bind ton socket Docker. Et je crois qu'il faut le renseigner directement dans la pipeline. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Hop. Ouais, bah, c'est l'image Docker, Docker, en fait. Tu cherches quoi? Hop là. Et voilà, du coup. Et maintenant, bah, c'est juste le token qui permet le token que tu vas lui injecter. En fait, c'est ça qui fait guise d'authentification. Non, t'as pas d'authentification autre pour moi. Alors, j'ai vu dans les dernières mises à jour qui voulaient justement déprécier l'enregistrement par token, mais c'est pas à l'ordre du jour, honnêtement. Et ils voudraient passer justement plutôt par un authentication token, mais j'ai pas beaucoup plus. Et non, en vrai, t'as pas besoin de plus d'authentification que ça. C'est une fois que t'as enregistré ton runner, par exemple, si. Hop. Hop, il est toujours là, parfait. Si je retourne sur ma CI. Là, si tu fais reset registration token, il marche plus. Ouais, par contre, ouais. Là, logiquement, ma CI va se lancer, quoi. Donc, j'ai juste besoin du registration token, quoi. Oui. À une époque, on avait un Mac qui était en haut, qui était en mode random, il était resté tout le temps allumé. Il servait pour les builds d'iOS, mais vraiment, il était juste allumé, il faisait rien d'autre. Il y avait la commande qui était lancée, et il fallait juste relancer la commande si jamais d'un coup ça pétait, quoi. Et ouais, mais pour les builds d'iOS, c'est un peu plus chiant. Mais... ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose que j'ai oublié. Merci Brieux. C'est que justement, pour lier en fait les runners à une exécution, on est obligé de lui renseigner des tags. Et c'est directement à l'enregistrement qu'on vient renseigner ces tags. Petit aparté aussi, on peut les modifier à la volée directement dans GitLab. C'est pour ça que notamment dans quasiment toutes nos pipelines sur GitLab, elles ont un tag build, buildXL, etc. C'est en fait des machines qu'on a sur Scaleway qui ont été, normalement sont toujours sur Scaleway, qui ont été adaptées en fonction. Donc buildXL, c'est notamment parce qu'elles sont un peu plus grosses pour les builds genre NPM, etc. Et vous avez les builds pour les images Java, ça devrait être suffisant. Mais c'est pour ça que si vous ne faites pas ces tags-là, votre pipeline va rester bloqué parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun runner sur notre GitLab, enfin, le GitLab Lexi, qui écoute ces jobs-là, associés à ces tags-là. Voilà. Pour la partie pipeline, on va passer d'abord sur tous les petits cas d'exemple, et ensuite on fera les démos, parce que sinon ça va faire des allers-retours un peu chiants, un peu longs. Donc on va d'abord présenter un peu tous les petits sujets, et on reviendra dessus après. Donc on va déjà d'abord commencer par les types d'exécution. Il y en a deux principaux et un troisième qui est un peu moins utilisé, mais qui peut être parfois très efficace. Donc l'exécution en parallèle, c'est des jobs qui vont s'exécuter tous en même temps. Et en fait, la seule condition, c'est qu'ils aient la même valeur pour la clé stage. Parce que pour chaque job, en fait, on va l'associer à un stage qui aura été déclaré au préalable. Par défaut, il y en a trois, c'est build, deploy et test, qui sont fournis par GitLab de base. Donc si on n'en met aucun, on a accès à ces trois stages-là. Et donc s'ils ont la même valeur de clé stage, ils vont tous se mettre en parallèle. Pour les exécutions séquentielles, donc l'une après l'autre, il faut qu'elles soient déclarées, donc chacun son stage qui est défini, donc build, deploy, test par exemple, et elles vont s'exécuter dans l'ordre déclaré dans la balise stages qu'on a en haut du YAML. Donc en fait, juste en changeant l'ordre des stages, peu importe comment vous les déclarez après votre job, ça va être l'ordre défini dans les stages qui va prendre la main là-dessus. Et un petit bonus, c'est une exécution en out of order via un DAG, diagramme acyclic graph, je sais plus quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Qui va utiliser en fait une balise qui s'appelle need et qui permet de définir une dépendance. Et en fait, là, il s'en fout totalement du délire parallèle séquentiel. C'est dès que ma dépendance elle est résolue, je passe au job. Et donc, du coup, on peut avoir une exécution, je sais pas, de 5 stages, on vous montrera tout à l'heure. Et peu importe si tous les jobs ne se sont pas encore exécutés, il passera à la suite. Parce que oui, pour l'exécution séquentielle, on peut avoir un stage où il y a plusieurs étapes en parallèle, et il passera au stage d'après que si toutes ces exécutions-là se sont bien déroulées. Donc sans erreur, sans rien du tout.
Donc ça peut être pratique notamment pour des builds, par exemple des builds iOS ou Android, où des fois on peut avoir des temps de construction de build, etc., de tests qui peuvent être totalement différents. On veut avoir une pipeline associée Android qui veut aller par exemple plus vite que l'iOS, enfin, du moins qui sont séparés, et on peut déclarer les besoins comme ça. Ensuite, on a aussi d'autres types d'exécutions qui peuvent être contrôlées. Alors il y a les exécutions manuelles. Donc ça, que vous allez pouvoir trouver directement en allant sur la pipeline, en cliquant, il y a un petit bouton qui vous dit que le job n'a pas été exécuté, vous pouvez l'exécuter, qu'on peut définir via le mot-clé when manual, qui permet de dire bah, ça, c'est exécuté que quand on fait de manière manuelle. Et sinon, il y a un bouton play aussi directement depuis l'interface, si jamais, pour les lancer. Et ça va plutôt lancer toute la pipeline, là où le petit bouton, enfin on montrera tout à l'heure, c'est vraiment spécifique au job, quoi. Et autrement, on peut aussi exécuter via des cron, une interface dédiée dans GitLab pour déclarer des schedules qu'on peut activer ou désactiver. Donc en fonction, je sais pas, en période de vacances, on va faire ça à des horaires différents, enfin peu importe. Il y a une interface qui est dédiée pour créer ces schedules, pour pouvoir les lancer après. Ensuite, autre élément sympa, c'est les artefacts. Ça permet en fait de stocker des fichiers qu'on va pouvoir télécharger après. Alors il y a deux utilisations. La première, ça va être par exemple pour des rapports de test, pouvoir les télécharger et après faire en sorte que GitLab puisse les réutiliser. C'est pour ça que notamment, en général, ça va vous demander de stocker vos code coverage, enfin tous les fichiers de coverage dans les artefacts. Comme ça, GitLab va les réutiliser après pour vous afficher les rapports de test depuis l'onglet dédié. Et aussi pour que vous puissiez télécharger si ça vous a créé des artefacts, vous voulez vérifier le contenu, etc. Vous pouvez faire ça. On ne parle pas de cache dans nos slides, mais il y a aussi la partie cache qui permet juste de fournir des fichiers d'un job à un autre, mais là on n'en parle pas. On va juste parler des artefacts qui permettent aussi de pouvoir télécharger ces fichiers et les voir. Ils ont 3 mots-clés qui peuvent être spécifiés. Donc pass, c'est l'endroit par rapport au working directory où sont les fichiers qu'on va vouloir télécharger. ExpireZine qui permet de définir un temps avant la suppression. Donc, si par exemple, on veut que ce soit exécuté, enfin, accessible que pour la pipeline, et puis une fois qu'elle est terminée, on l'enlève, on va pouvoir définir, je sais pas, pendant 20 secondes, ça va être disponible pour le job d'après, et ensuite, le fichier sera plus disponible. Et on a une balise exclude, ce qui permet d'enlever des fichiers. Si par exemple, vous voulez envoyer tout votre dossier, mais pas les node modules parce que vous n'avez pas ignoré ou peu importe, vous pouvez les exclure de ça, et donc vous allez pouvoir télécharger juste vos sources sans les node modules, par exemple. C'est en fait la base de ton projet. Donc, si ton projet il démarre et vous avez imbriqué plusieurs éléments dedans, bah, tu vas définir, je sais pas si par exemple, parce que sur Accenture, on a un projet infra où il y a 10 projets, sous-projets en dessous. Tu vas pouvoir les définir que ça va démarrer. Enfin, les fichiers que tu vas vouloir, c'est projet 1, sous-projet 1, sous-projet 2, etc., quoi. Ouais. Ouais. Ensuite, on a plusieurs types de registries qui sont accessibles dans GitLab directement. Il y a les conteneurs, les infra et les packages. Donc, on va commencer par les conteneurs d'abord. C'est un registry Docker comme ECR, enfin Docker Hub, peu importe, qui est directement accessible dès lors où il est activé sur notre GitLab. C'est actif, c'est pas forcément le cas pour toutes les instances. Et en fait, c'est comme quand on veut enregistrer une image sur un ECR ou sur un Docker Hub. Il faut juste faire usage en fait, des mots-clés qui permettent d'identifier le registry GitLab. Donc, il y en a plusieurs. Il y a le registry image, qui est l'adresse du registry du projet. Il y a le CI registry, qui lui est l'adresse du registry pour tout le groupe GitLab. Donc, nous, ça va être pour le Lixi complet. Vous pouvez stocker si vous avez envie, mais en général, il va falloir repréciser. Ça peut être pratique si vous voulez, depuis un projet A, stocker votre image dans un conteneur qui est sur un projet B. Vous allez partir du CI registry, puis aller jusqu'à votre projet B avec. Registry user, registry password pour s'authentifier. Ça, en fait, vous n'avez même pas forcément connaissance, c'est des variables qui sont fournies par GitLab. C'est prédéfini par GitLab, vous n'avez pas besoin de les connaître, elles sont cachées de base aussi quand vous allez exécuter votre job. Comme ça, quelqu'un qui accède potentiellement à la pipeline, il ne pourra pas avoir accès à ces clés-là et pouvoir tenter d'y accéder en soum derrière, quoi. Et du coup, ensuite, des commandes Docker classiques parce que Docker login, Docker push, et puis voilà. On montrera après, il y a un exemple. Ensuite, on a les... C'était un rôle, là, ça n'a pas permis. Les registries GitLab pour les
pour les packages, alors je fais juste un exemple avec NPM, je l'ai pas avec Maven, mais c'est possible avec Maven, avec des trucs Ruby, enfin peu importe, vous avez vraiment pas mal de choix. Si vous utilisez une techno un peu sombre, potentiellement le registry marche pas pour ça, mais normalement, il y a quand même pas mal de types de packages qui sont supportés. Et donc, c'est un peu le même principe, en fonction de comment on utilise pour s'authentifier. Pour NPM, par exemple, en général, vous avez une adresse de registry à donner et un token d'authentification. Et donc, GitLab fournit ces variables-là. Tout ce qui commence en gros par CI underscore, globalement, sauf si vous vous amusez à en définir à la main, c'est fourni par GitLab. Dans les slides, si jamais vous voulez lire après, il y a un lien vers la liste des variables qui sont fournies par GitLab. Et sinon, elles peuvent être imprimables aussi dans les pipelines s'il y a besoin, pour avoir toutes les clés. Donc, le project root namespace, c'est le namespace du projet global. Alors, il faut utiliser avec un @ devant. Pour nous, c'est Lixi. Alors, pour le coup, c'est un peu plus bizarre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous allez sur un projet n'importe lequel sur notre GitLab, ça fait gitlab.lixi.io /lixi/. Et donc, le namespace, le root namespace, c'est le Lixi. Et en fait, du coup, on peut, alors si on a envie, on peut les spécifier après en rajoutant des slash autres à la main, rajouter un truc un peu plus précis. Mais le scope qu'on va pouvoir définir pour les packages NPM, ce sera un @lixi. Et en utilisant cette variable, on peut la réutiliser. Et donc, pareil, dans votre package.json, si vous avez envie, en vrai, je déconseille parce qu'en local, vous ne l'avez pas, mais vous pouvez utiliser aussi le CI project root namespace. Mais ne le faites pas parce que vous n'avez pas accès à la variable, donc c'est un peu débile. Et pareil, le CI job token. Alors, il y a deux manières de les utiliser. Via un npm config set pour npm. Donc, en fait, dans votre pipeline, vous allez dire, voilà, npm config set @lixi, on va pointer sur CI project root namespace. Et pour l'autente, on va utiliser le token qui est fourni. Vous pouvez aussi passer par un fichier .npmrc que vous allez pouvoir stocker sur votre projet. Et il y a même des templates qui sont fournis par GitLab qui sont vraiment bien. J'en ai utilisé un, du coup, qui est vraiment sympa, qui fait carrément des conditions. En gros, s'il n'y a pas de fichier npmrc, il va aller en créer un avec les variables, justement, qu'il a fournies, si vous n'avez pas fait encore, etc. C'est assez sympa. Et les templates, d'ailleurs, c'est pas valable que pour ça. Il y a plein d'autres cas d'utilisation où les templates sont vraiment bien. Il y a des templates de démarrage sur des builds d'images Maven ou des trucs comme ça, enfin, projet Java, etc. C'est sympa. Vous connaissez Toolly Continuous ou pas? Non. C'est un projet open source qui propose un générateur de pipeline GitLab. Okay. Du coup, tu réponds à des questions quasi yes-no. Ouais, c'est peut-être plus précis, parce que autant les templates GitLab, il y en a pas mal, mais du coup, ils sont très génériques, pas très customisables. Enfin, ils sont customisables, mais il faut le faire à la main, quoi. Mais dans ton cas, ça peut être pas mal. J'aime pas parce que du coup, les pipelines sont assez compliqués. Ils utilisent des pipelines parents qui encapsulent. Ah, ok. Pour des trucs très pratiques. Spoiler, arrête de spoiler. Arrête de spoiler. Mais oui, non, ça peut être des fois un peu compliqué, mais on a des petits outils aussi après. Ouais. De toute façon, pour avoir, il y a des petits outils sympas pour voir ce que ça donne une fois tout rendu et tout. C'est pour plus tard. Ensuite, petits éléments sympas dans les pipelines et les jobs, il y a les conditions qu'on peut définir pour bloquer l'exécution de certains jobs ou pas, via donc, des mots-clés only ou except. Ces deux-là vont de pair en général. Donc only permet de dire ça va marcher que pour les conditions. Donc on a différents types de mots-clés, donc ref, qui permettent de pointer des branches particulières. Changes, qui permettent de demander des changements sur des fichiers particuliers. Par exemple, si vous voulez exécuter un job juste parce qu'il y a eu un changement sur un paquet JSON ou autre, vous allez pouvoir dire ce job-là va s'exécuter que s'il y a un changement sur ce fichier-là. Des variables. Alors là, c'est plutôt utilisé avec des variables qui sont fournies par GitLab, ou parce qu'en fait, en général, ça va s'exécuter avant le job. Donc vous allez être dépendant. Enfin, vous ne pouvez pas utiliser des variables que vous allez générer pendant le script ou autre. Donc c'est un peu bloquant. Mais il y a certaines pipelines qui peuvent être, certaines variables qui peuvent être sympas, comme par exemple savoir que le début de la branche, par exemple, démarre par /feature. Donc on va savoir que potentiellement, on ne va pas faire ça aussi. Le début de la branche commence par genre skip. On va se dire, vas-y, les tests, du coup, on ne les passe pas. Des choses comme ça. Kubernetes, alors ça, c'est plutôt pour un usage avec la partie infra de GitLab qui est fournie. Je vous l'ai juste mis là, mais en vrai, ça reste assez rare. Enfin, il faut manipuler du Kubernetes dans le GitLab. Je l'ai mis, mais il y a pas très utilisé. Et du coup, pour les variables, tu peux pas définir à une étape. Alors, tu peux les définir tout en haut de ton fichier GitLab. Tu peux définir des variables qui vont être utilisées par la suite, mais du coup, tu peux rarement les changer à la volée. En fait. Donc, du coup, ça va s'exécuter, parce qu'en fait, c'est exécuté avant l'exécution des jobs, donc pour savoir quels jobs vont être utilisés ou pas. Donc, en fait,
si ta variable n'est pas définie avant, en fait, même si tu la manipules, je sais pas, dans le job 1, tu la changes, elle aurait été prise en compte avant. Donc c'est pour ça que c'est jouable, mais Calcul lambda, et calcul toutes les steps à faire. ouais, au tout début, en fait, quand il crée la pipeline, il va créer toutes les steps, tous les jobs, il va passer sur toutes les conditions. Il y a plusieurs types de conditions, mais il passe sur toutes les conditions pour dire, OK, ce job-là, je le mets, ce job-là, je ne le mets pas. Et donc, comme ça, tu le sais à l'avance. C'est pas juste avant le job. Et du coup, on verra, mais quand tu passes sur ta pipeline après, dès qu'elle est créée, tu sais déjà quel job il y aura, même s'ils ne sont pas exécutés encore. Du coup, le except, même idée, sauf que vraiment pour virer un job en fonction des conditions, on ne peut pas utiliser les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas faire un truc, ouais, only la branche main, except quand il y a telle condition. Ça va être dans ces cas-là, on va utiliser une expression conjointe. En fait, on peut demander à ce qu'une condition donc, de ref, par exemple, un changement sur la branche main qui touche genre au Dockerfile, on exécute ce job-là. On peut pas dire c'est soit l'un, soit l'autre. Si on déclare des conditions, c'est forcément toutes les conditions doivent être remplies et pas une parmi celles qu'on a définies, quoi. Et par contre, pour le except, c'est n'importe laquelle. Dès qu'il y en a une qui est rencontrée, ça va l'enlever direct. Et du coup, c'est des mots-clés qui ne sont pas dépréciés, mais GitLab préfère qu'on utilise le mot-clé rules, qui est plus complet aussi, un peu moins simple que ça à lire, mais qui du coup est beaucoup plus supporté, sur lequel ils font des mises à jour, ils vont rajouter des éléments, etc. Donc du coup, rules, c'est un peu plus complet. Il y a plusieurs types de mots-clés. Il y a des ifs, donc là, qui vont permettre vraiment de faire un if avec des conditions, ça peut être des variables, ça peut être sur les noms de branches. Il y a plusieurs. En fait, ce qui est sympa, c'est que GitLab va fournir des templates de if assez communs qu'on peut retrouver. Par exemple, si on veut n'exécuter que sur une merge request, par exemple, ce genre de job, des choses comme ça, GitLab va fournir des templates si on a besoin pour ça. Oui, on peut le faire avec le only, oui. Ouais, non, mais alors normalement, globalement, tout ce qu'on peut faire avec les only, tu peux le faire avec les rules, quasiment. Ouais, c'est juste qu'en fait, il faut faire gaffe, parce que des fois, il y a des petits tricks qui peuvent créer des pipelines dupliqués, mais comment? C'est pas le même nom. Le mot-clé, en fait, dans les only, c'est merge request tout court pour les merge requests. Pour les rules, c'est merge request event. Voilà, c'est situé comme ça. C'est ça. Il faut savoir que ça remplace tout ce qui est only et except. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir et du only ou du except et du rules. C'est soit l'un, soit l'autre. Et pareil, donc ce que je disais juste avant, c'est exécuter avant l'exécution de tous les jobs. Donc en fait, il ne faut pas utiliser de variables qui peuvent être créées par des scripts, qui peuvent être modifiées par des scripts ou autres, parce que ça ne sera pas pris en compte. Ah oui, j'ai pas tout dit. Les mots-clés, en fait, alors du coup, le if, c'est pour vraiment définir des règles assez précises en fonction de différentes variables. Changes, ça va être pour, pareil comme tout à l'heure, pour les fichiers qui peuvent être modifiés. Exist, je ne l'ai plus en tête, mais il n'est pas très utilisé. Allo failure, pour dire que même si ce job-là, les jobs d'avant, il y a eu des erreurs, on peut quand même continuer. C'est pas un problème, l'erreur n'est pas critique. Des variables, donc qui permettent justement d'évaluer les valeurs des variables et d'en définir aussi. Et le when, qu'on verra un peu plus tard, qui permet de dire la manière dont ça va s'exécuter. Parce que c'est pas du only ou du if, ou du except. Donc, on va pouvoir dire que if, justement, merge request event, on va le bloquer via le mot-clé when. Dernier point sur les conditions, avant de passer vite fait quand même au when pour expliquer, c'est les workflows. Ça s'applique vraiment en priorité avant toutes les règles de job qui puissent exister. Et ça permet de définir des pipelines. Là où rules s'appliquent pour créer un job ou non, workflow s'applique vraiment pour toute la pipeline. Donc du coup, on va exécuter ça et on va savoir si oui ou non on veut exécuter la pipeline. Donc principalement, par exemple, je vous le montrerai plus tard, mais si on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de pipeline dupliqué entre un commit sur une branche qui est en merge request et du coup la merge request, en fait, si vous créez une merge request et vous faites un commit, ça va run la pipeline pour votre branche et aussi pour la merge request. Donc là, ça peut permettre de n'appliquer qu'une seule pipeline et vous choisissez après le job que vous voulez lancer ou pas. Du coup, il y a deux éléments. Il y a name, qui permet de définir un nom pour la pipeline, que vous verrez en fait dans GitLab comme le nouveau nom de la pipeline, et rules, qui fonctionne comme celle d'avant, juste appliqué à toute la pipeline du coup. Et du coup, quand vous déclarez des variables
dans la partie rules, elles deviennent des variables globales accessibles par tous les jobs après derrière. Donc ça peut être le moment justement de des petites variables par-ci par-là si vous avez envie de faire des trucs un peu pas recommandés, mais voilà. Et la différence aussi, c'est, on verra pour les when en dessous, mais du coup, les when qu'on applique au workflow, c'est soit never, donc la pipeline ne s'active pas, soit always, donc du coup, elle s'active. Il n'y a pas de petites conditions qu'on peut mettre dedans, parce que normal, c'est toute la pipeline. Et du coup, justement, faire attention, parce que ça peut à la fois éviter des dupliqués de branches, mais ça peut aussi en créer beaucoup pour des raisons qui ne servent à rien. Donc ça reste quand même à manipuler avec précaution. Donc, voilà. Du coup, petite explication vite fait sur les when. Donc j'en ai parlé tout à l'heure avec le when manual, par exemple. C'est en fait un mot-clé de condition sur comment va s'exécuter la pipeline. Donc le onSuccess permet de dire si ce qui s'est passé avant, on continue avec ce job-là. C'est la valeur par défaut. Donc si vous ne mettez pas de when, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que tant qu'il n'y a pas d'erreur, ça continue. OnFailure, du coup, c'est un job qui va s'exécuter que s'il y a eu une erreur avant. Donc un truc de transition, je ne sais pas, pour nettoyer les effets de Borwood, par exemple, comme tout à l'heure Charles disait, on peut exécuter sur du SSH direct, donc faire des commandes. Si on a une qui échoue, ça permet de pouvoir nettoyer un peu les effets de bord qu'on pourrait créer. Never, ça permet du coup de dire que ça ne s'exécute pas du tout, donc ça ne sera même pas affiché, et ça ne marche qu'avec les rules ou les workflows, on ne peut pas les mettre juste pour un job random. Le mot-clé always, il se permet de dire, en fait, peu importe ce qui se passe, qu'il y ait un job avant qui marche ou qui ne marche pas, il va toujours s'exécuter. Et du coup, il peut aussi lui être utilisé par les workflows. When manual, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est il va paraître comme pas exécuté. En fait, on va devoir le choisir manuellement de l'exécuter. Et delayed, c'est pour permettre de donner un temps avant qu'il s'exécute. Par exemple, on va attendre 1 minute, je sais pas, pour une raison quelconque, 1 minute avant d'exécuter ce job-là. On peut lui dire, vas-y, attends 1 minute et tu l'exécutes. Voilà. Ouais. Et du coup, maintenant, moi, je vais parler un petit peu du include. L'include, ça va être un mécanisme un peu d'héritage, en fait, au niveau du GitLab. On va pouvoir aller stocker une pipeline qui peut être utilisée, mettons, dans un contexte où on serait dans des microservices. Bah, la pipeline entre les différents microservices, elle reste basiquement la même. On exécute les mêmes states et ça ne sert à rien de la copier ad vitam aeternam dans tous les projets. Donc, l'include va permettre de pouvoir mutualiser toutes les stages qu'on va utiliser pour reprendre mon exemple, les microservices, mettre ça dans un projet dédié et de pouvoir importer ça sur tous les autres projets GitLab. Donc, comme je dis sur cette slide, ça permet de définir des jobs par défaut, des variables par défaut. C'est capable de faire du merge au niveau de tout ce qui est propriété. Et si on redéfinit une propriété, elle va être aussi, possiblement, on peut la réécraser après par la suite. On peut inclure, enfin, on peut nester tout ça. J'ai pas le mot en français, tiens. Enfin, on peut faire des include, de include, de include. Il y a une limite qui est assez grosse, il me semble, mais je ne me rappelle plus. Et on est aussi capable de conditionner, par exemple, avec le mot-clé when, les include qu'on va mettre dans notre projet. Les rules sont appliqués du coup, au moment où ça crée la pipeline. Donc, c'est pas forcément lié. On peut utiliser des variables dans l'include qui ne sont pas encore dans l'include, qui sont déclarées dans la pipeline. Comme ça, chaque pipeline change sa variable et sa fonction. Le include, on peut le faire à plusieurs niveaux. On peut importer en fait un YAML qui est directement dans notre projet, un YAML qui est dans un autre projet, un YAML qui est sur un GitHub, et on peut réutiliser aussi les templates de GitLab et du coup les pouvoir un petit peu les customiser, quoi. Et lié à ça, on a aussi du coup, on va dire l'autre facette un petit peu pour mutualiser de la CI, ça va être les triggers. Donc, ça va être ce qu'avait spoilé un petit peu Brieux, c'est ce qu'on appelle les pipelines parents, quoi. Donc, on va avoir plusieurs cas, c'est pipeline parent et pipeline multiprojet. Basiquement, la différence, c'est que le multiprojet, c'est dans un autre projet et le pipeline parent, c'est dans un projet, dans le même projet. Et je vous montrerai ça tout à l'heure au moment des démos, du coup, parce que j'ai un petit peu plus de choses à dire dessus, mais voilà. Et alors, du coup, les démos.
Petite démo, du coup. Tu veux commencer par les runners, du coup? Non, bah non, Non, c'était c'était bon. celle qu'on était tout à l'heure. Donc, Ok. Bon, bah, vas-y, hop retourne. là. Non, j'ai fait carrément un onglet par truc. Oh là 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 là, monsieur. Donc ça va être... ouais, bah, je vais commencer. Donc tout à l'heure, je parlais des... Bon, ils sont déjà pré-shot pour pas vous infliger le run. Donc l'exécution séquentielle, bon, ça se voit de manière assez simple. On a différentes étapes qui sont toutes affichées ici. Pas besoin d'aller plus loin, on peut aller plus loin, on peut carrément être dans la pipeline si on veut, mais en fait, on a juste besoin d'être déjà ici pour voir que les jobs s'exécutent tous les uns après les autres. Donc ça, c'est pour la partie séquentielle. Ensuite, on a la partie parallèle. Donc là, j'ai quand même gardé 2 jobs en séquentiel, mais pour montrer un peu comment ça marche. Où du coup, on peut avoir 4 jobs qui sont déclarés en même temps. Et donc si jamais je la run vite fait, normalement, elle est assez rapide. Alors là, du coup, on n'a pas... Du coup, il y a mon runner qui est dispo, c'est ça? Ah non, mais non, c'est pour le projet. Ah non, moi, je mis que sur un projet. On en a que 2 de dispo, du coup, donc c'est pour ça que là, c'est un peu bloqué. Donc, on exécute 2, puis les 2 autres. Et voilà, on peut voir que du coup, le job séquentiel, il s'exécute que une fois que ceux-là vont être terminés. Il part pas avant. C'est une question de Johan. Du coup, si on met un nid à un tableau vide sur le séquentiel, du coup, c'est directement sans attendre que le. Ça va pas marcher. Parallèle, si ton nid il est vide, il va te mettre qu'il y a une erreur dans ton. Il n'y a aucun moyen que le séquentiel s'exécute en même temps que le stage. Le parallèle. Le stage parallèle soit à la fin. Sinon, un needs avant. Ouais, il faudrait qu'il y ait un needs. Voilà, mais là, il n'y en a pas. Avec le depend zone pour les artefacts. Alors là, j'en ai une, du coup. Et je vais montrer après dans l'éditeur comment ça marche, mais juste pour montrer du coup le needs, justement. Donc là, c'est la partie DAG. Ouais, bien sûr, c'est les noms un peu fake. BWS, Build Android. J'ai mis des timers exprès, j'ai mis des délais exprès pour que ça met du temps à s'exécuter. Donc dans l'idée, normalement, la pipeline Android va s'exécuter avant iOS, parce qu'iOS, c'est nul. Et c'est lent. C'est totalement parce qu'il y a un slip 60 sur le build iOS 1. Ouais. Là, du coup, on peut voir que du coup, il y a le graphe vraiment Android qui est exécuté ici, et le graphe iOS qui est en bas. Normalement, si je vais dans la partie needs, bon, en gros... Stage différents entre le build et le test, c'est ça en gros. Comment? Tu as des stages différents. Ouais. Ouais, tu les vois. Donc, du coup, tu vois. Alors là, ils sont pas nommés, mais en gros, tu as le build, le test et le deploy. Bon, alors là c'est un graphe qui est assez petit, assez simple, mais du coup, quand vous avez beaucoup de dépendances, ça permet vraiment de se rendre compte comment c'est affiché. La notion de stage, ça sert à quoi dans ce cas? La notion de stage, bah, c'est quand même de définir, tu vois, tu as quand même une partie, bon là, vas-y, c'est les builds. Donc là, tu peux aussi, dans tes needs, tu peux définir, je sais pas, par exemple, avant de passer au deploy, je veux que tu vas te faire plusieurs types de tests à exécuter, genre unit test, end-to-end, peu importe. Tu vas voir que tous tes tests soient exécutés, donc du coup, tu vas quand même les définir dans ton stage pour qu'ils s'exécutent après. En soi, tu n'es pas obligé, c'est juste pour que ce soit quand même plus joli, parce que sinon, en fait, tout ça est en mode schlag affiché ici, quoi. Oui, aussi, ça peut être ça. Mais en fait, c'est juste pour définir. Parce que oui, effectivement. Je t'avoue que j'ai pas testé de genre d'enlever tous les stages et de voir comment ça marche. Je peux le faire là à la limite si vous voulez. Hein, mais... On a d'autres démos. Hein. Et du coup, ça se met comme ça en fait, en gros. C'est un tableau, tu mets ton virgule, tu remplis et tu mets un job. Parce que je sais pas où je suis. Va sur le pipeline editor carrément. Trop tard. Mais je suis sur le pipeline editor. Ouais, bah tu aurais pu faire validate. Le validate, il. Non, mais la syntaxe est correcte, mais après, est-ce qu'il va vouloir? Il va peut-être me dire que va te faire foutre. Ah non, il veut bien. Comment? Non, bah là c'est différent du stage. Là, c'est le. Ouais, du coup, tu vois, il s'exécute tout seul en fait en premier. Du coup, j'aurais dû le mettre peut-être sur le dernier, sur le deploy pour se rendre compte du truc, quoi. Mais. Non, Yohan voulait savoir si tu pouvais mettre un tableau needs vide pour que tout s'exécute direct en fait au plus vite.
En fait, du coup, ça sert à rien. C'est comme si tu le mettais du coup dans le premier stage, quoi. Après, ça se voit dans les dépendances. Moi, je crois. On voit plus, voilà. Il est tout seul, quoi. La notion de stage, elle est plus prise en compte. Donc voilà pour l'exécution Du stage. cyclique. Donc là, c'est la démo pour exécuter avec un cron. Là, c'est très simple. On va dans CI/CD, Schedules, et là, on peut en définir. Donc là, j'en avais déjà créé un à l'avance. Il est inactif, donc là, je peux choisir du coup de le rendre actif. Donc à partir de ce moment-là, il va s'exécuter. Donc on peut en déclarer plusieurs qui sont inactifs et en déclarer ensuite, enfin, les activer après. Et alors du coup, c'est une syntaxe cron, donc toi aimer cron, ça, c'est pas si compliqué en vrai quand on a la doc ouverte juste à côté. Alors, il y a des sites sympas qui permettent aussi de faire en fonction que tu vas remplir et ça va te donner l'exemple de quand Ouais, tu ChatGPT, ouais. Ouais, ou ChatGPT, si vraiment, voilà, enfin, pas de souci. Et donc, du coup, on va faire ça. On va la sauvegarder. Mince, oui. Pour faire du jour et de l'année, ok, mais par seconde, tu dois- Ah. Donc là, je l'ai mise active par défaut. Donc, normalement, elle va s'exécuter voilà, dans 15 heures. Donc, je peux choisir aussi d'exécuter celle-là. Alors, celle-là, je ne sais plus c'était quoi. C'était toutes les 60 secondes, je crois. Bon, je ne vais pas la lancer parce que sinon, ça va être chiant. Mais voilà, dans l'idée. Et ensuite, on va pouvoir les voir. Elles vont se lancer au fur et à mesure là-dedans. Donc là, on voit, elles ne sont pas créées à l'avance. Puisque dans 15 heures, il va m'en créer une nouvelle qui va se lancer automatiquement. Je sais pas si tu vois un truc genre dépend de bot qui va tout seul mettre à jour des dépendances ou autre. Tu vas dire, bah, une fois que la pipeline elle est passée, j'ai pas besoin d'aller m'occuper de lancer mes trucs. Juste tous les matins à 8 heures pour éviter de tout péter, je mets à jour mes dépendances comme ça, tu vois. Si tu as des gros tests end-to-end à lancer, ouais, pareil, tu vois, les par exécuter exemple, tu que la nuit. peux te dire que tu vas les péter, lancer tous les soirs et peut-être pas forcément dans ta pipeline, quoi. Je sais pas. Ouais. Ouais, tu peux dire voilà, tous les 6 mois, je nettoie mes images ou un truc comme ça. Tu fais un peu ce que tu veux. Et du coup, l'exécution manuelle, elle, c'est via ce petit bouton-là. C'est vachement mieux que sur Azure, je tiens à vous le dire. Sur Azure, tu n'as pas ça, en fait. Et ça peut être sympa pour, sur une même pipeline, dire, bah voilà, j'ai mon deploy to pré-prod, par exemple, et tu rajoutes une étape deploy to prod. Donc, du coup, tu peux faire, sans avoir besoin de créer une nouvelle pipeline, tu vas pouvoir utiliser donc ton même commit, en fait, lancer ton deploy to pré-prod, faire tes tests dessus, et ensuite lancer ton deploy en prod, par exemple. Cette partie-là, donc c'est pour l'usage du container registry. Donc juste pour vous montrer un peu l'utilisation. Bah tiens, en plus, tu utilises Docker and Docker. Ouais, bah, pour pouvoir utiliser Docker dans le container. Ouais. Donc là, j'ai juste défini un nom d'image et un latest. Alors du coup, j'utilise d'autres variables que celles que je vous ai montrées. Le version donc, qui est défini au-dessus ici. Le CI pipeline EID, qui est le numéro de pipeline qu'on a pu faire. Donc là, ça va être dans 5000 quelque chose. Non, le numéro 3, du coup, parce que ça, c'est lié au projet et pas lié au groupe. Et ensuite, Docker login sur le registry, Docker build de mon image, qui contient du coup le registry donc, du projet, qui va se trouver ici, dans container registry. D'accord, quand on y accède, on a notre image, on clique dessus, et on a nos différents tags qui sont là. On peut copier, il va nous copier le chemin et on peut le réutiliser après. Là, c'est la même chose, mais du coup, pour Node, alors ce que je vous disais, j'utilise un template. Je ne vais pas vous passer au-dessus, mais bon, il est assez... c'est vraiment, j'ai rien touché. Il s'est fait tout seul. Et donc, du coup, ce qui est sympa, ça, c'est que ça va prendre que des variables qui existent. Donc là, ça correspond à Lixi, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Le Lixi ici, là. Et donc, du coup, il faut juste faire attention au petit at qui est devant, parce que sur les packages NPM, pour mettre le scope, il faut rajouter des petits at. Et il va se faire tout seul. Donc là, il va créer le lien vers le registry. Et en dessous, il va utiliser la partie authentification. Et bon, je ne passe pas après à tout ça, mais en gros, il vérifie si jamais ces trucs-là existent ou pas, sinon il les crée. Et ensuite, il fait le npm publish tout en bas avec un truc, ça a déjà été publié, ça ne marche pas, quoi. Et donc, pareil, dans la partie package registry, ici, on en a un. Et donc là, on est dessus. On a notre package avec ses potentielles différentes versions, avec les commandes aussi qui sont fournies pour pouvoir l'installer en local si besoin. Puis voilà.
Donc ça marche, comme je disais, pour plein de types de packages. Maven, si vous avez envie, si vous faire du Ruby. Et voilà. En parlant de script généré, est-ce que Copilot s'en sort bien sur du front? Pas testé, j'ai tout fait directement depuis l'interface. J'ai testé sur du Ansible et Ansible, c'est magnifique de faire du Ansible avec Copilot. Dans l'idée, pourquoi pas que GitHub ferait en sorte de pas que ça marche pas avec GitLab, histoire de voilà. Bah non, je pense pas, mais il pourrait, on sait jamais. Du coup, ensuite la partie donc conditions avec le only. Pourquoi je l'ai mis comme ça moi? Ouais, dans l'éditeur pour montrer un peu comment ça fonctionne. En gros, j'ai créé plusieurs types de only. Donc du coup, merge request pour le job 1, merge request pour le job tout sauf le merge request pour le job 2. Le job 3, que s'il y a un changement sur une branche qui s'appellerait testmr et qui touche soit à readme.md, soit author.md, l'un des deux. Et le job 4, c'est ça ne marchera pas si le commit a un message qui s'appelle skip. Là. Un petit skip. Donc normalement, vu que c'est sur la branche main, on est censé avoir seulement le job 2, parce que le job 4 ne s'exécute pas vu que le commit s'appelle skip. Et le job 1, c'était que pour les merge requests. Là, on peut voir en dessous, j'ai créé une merge request. Bon, il n'y a rien dedans, juste il y a un nouveau fichier. Et donc, du coup, comme j'avais mis, il n'y a que le job 1 qui s'exécute via le only merge request. Et donc, du coup, on peut voir ici avec les identifiants, il y a deux pipelines qui se créent quand tu fais un commit sur une merge request. C'est le même identifiant de commit qu'on peut voir ici. Le premier commit, du coup, il s'exécute sur la branche. Donc là, par contre, il va exécuter tous les autres jobs, sauf le premier, parce que le premier ne s'exécute que sur la pipeline de merge request. Donc, c'est pour ça que des fois, ça fait du duplicate pipeline. On peut avoir potentiellement des bulles d'images qui sont faits en double, des deploys qui sont faits en double, trucs comme ça. Donc ça, là, il faut faire attention des fois avec ce qu'on fait. Et voilà. Et donc, par exemple, ça peut être justement de ne pas faire les étapes de deploy sur une merge request, mais de conserver les étapes de test ou de build, par exemple. Donc ça, c'était pour les only except. Ensuite, il y a la partie rules qui est un peu plus moins accessible, on va dire, quand on rentre dessus, mais en fait, ça se fait quand même assez bien. Ça fait beaucoup usage des variables GitLab. Donc là, tout à l'heure, on avait only merge request. Là, il faut quand même faire la comparaison de CI pipeline source égale merge request event. En dessous, if pipeline source n'est pas égal à merge request event. Ou alors, je ne l'ai pas fait là, mais j'aurais pu le faire, avoir un élément comme ça. Donc, je mets la condition. Donc, if pipeline source égale merge request event, when never. Pour dire, là, en gros, je ne le fais pas afficher. C'est au choix. Et du coup, c'est à la première condition qui est rencontrée. Donc, en gros, par exemple, si je prends l'exemple de mon job 3, il va passer d'abord sur cette règle-là. Est-ce que c'est trigger ou pas? Oui, non. Si jamais non, il passe à la suite. Est-ce que je rentre dedans? Non. Et bah, dans ces cas-là, when on success. Donc, ça permet vraiment de filtrer ce qui se passe. Et donc, du coup, pareil, dans les pipelines, on va pouvoir le voir, en gros, que je n'ai pas forcément tous les jobs qui vont s'exécuter, c'est pas vraiment de filtrer, mais de manière un peu plus complexe, ce qu'on fait, quoi. Ensuite, exemple des workflows. Donc, c'est ce que je montrais, enfin, ce que je disais tout à l'heure, pour filtrer les pipelines en dupliqué. Donc là, mon workflow, il se trigger si j'ai un merge request event, si j'ai un CI commit branch, en gros, un commit sur la branche, mais si jamais c'est les deux à la fois, ça ne s'ouvre pas. Donc, si c'est une pipeline qui est à la fois ouverte, enfin, comment dire, il y a une pipeline qui est déjà ouverte, du coup, sur cette branche, et du coup, c'est un push sur la branche, en gros. Donc là, si je vais merge request qui est ouverte. Bon, là, en draft, mais ça, on s'en fout. Et donc, du coup, on peut voir ici que là où tout à l'heure, j'avais mes deux pipelines par commit ID, là, j'en ai vraiment plus qu'une. J'ai choisi d'activer, du coup, par rapport à ma priorité, ça prend d'abord la priorité sur le merge request event. Et si jamais j'avais inversé l'ordre du CI commit branch et du CI merge request event, ça serait rentré d'abord dans la pipeline qui n'est pas taguée merge request, mais qui est taguée comme ça, quoi, en gros. Et pareil, si jamais j'avais choisi de mettre... Je suis où? Je suis là. Si j'avais choisi de mettre
les deux conditions avant la dernière condition qui dit que c'est à la fois un commit sur une branche et que la merge request elle est ouverte, je serais déjà rentré dans les conditions avant, donc en fait, je ne serais même pas rentré dans celle-là. C'est pour ça que des fois, les conditions, faut faire attention dans l'ordre dans lequel elles sont déclarées, pour pas que ça crée dupliqué, quoi. Et voilà. À toi, Manu. Ouais. J'ai cru que j'allais plus jamais parler. Du coup, pour les includes, déjà pour commencer avec les local include, comme je disais tout à l'heure, en fait, on va venir définir dans un fichier YAML les différents stages. Là, je suis parti sur quelque chose d'assez basique, donc avec un before script, un after script, et un job qui va être inclus. Au niveau du GitLab, on vient définir notre inclusion ici, et ça va venir se rajouter en fait par rapport aux autres jobs qui ont été écrits déjà. Et le petit bonus que propose GitLab, c'est que quand on va faire des inclusions comme ça peut vite assez devenir le bazar parce qu'on n'a pas limité qu'à une seule inclusion et qu'il peut y avoir aussi des inclusions d'inclusion. Enfin, bref, ça peut devenir un inclusion L. On peut voir directement en fait ce qui vient venir merger. Donc ça, c'est le résultat du coup qu'on va avoir avec l'inclusion. On revoit le défaut avec le before script et after script qu'on avait avant dans notre fichier YAML qui s'appelle je ne sais plus comment. Et on vient retrouver en fait nos différents stages ici, quoi. Après, en termes de visu, ça reste visu pipeline classique. Du coup, on retrouve nos stages ici et hop, avec nos jobs. De toute façon, quand tu l'exécutes, il n'a plus aucune idée qu'il y avait un include, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ça devient le merge, Au niveau de l'exécution, il voit le merge, quoi, le fichier mergé, quoi. En termes de visu sur, hop là, sur du coup, une inclusion dans un projet, on va venir le définir comme ça. On lui dit sur quelle branche il doit se baser et quel fichier il doit prendre. Et après, ça va donner finalement le même résultat. Moi, je vais te montrer Visualize aussi. Oui, j'ai le moyen de montrer le Visualize. Non, c'était pas ça, c'était dans le Validate alors? Je sais plus. C'est celui qui te montre tout étape par étape. Enfin, on n'en a pas parlé, mais il y a un outil, je ne sais plus où il est, peut-être dans l'edit. Il y a un outil en fait dans GitLab CI qui permet, quand on a des gros fichiers qui sont parfois un peu verbeux, un peu chiants, d'aller voir en fait, ça va créer étape par étape ce qui se passe réellement avec une explication en fait de ce qui se passe. Mais on ne doit pas l'avoir là sur le truc là, c'est pas grave. Ouais. Et ouais, donc comme je disais, au niveau des inclusions, on retrouve les mêmes choses. À savoir que inclusion dans un autre projet, ça va pas venir. Enfin, typiquement, là, ce projet-là, on vient juste rechercher le YAML de l'autre projet. C'est-à-dire que, si je reviens là-dessus, on prend juste le YAML qui est présent, ce YAML-là, en fait, qui est inclus. C'est-à-dire que tout ce qui serait défini dans ce projet-là, mettons, on aurait des sources, c'est pas pris en compte pour les includes. Les includes, ils se basent sur le repo courant. Contrairement au trigger, qui lui, hop là. Ça arrive. Je vais passer directement au éditeur, mais lui, il va pas me vouloir. Voilà. Donc les triggers, pareil, j'ai redéfini une petite pipeline. Et là, ça serait dans le cas où on voudrait mutualiser, je ne sais pas, mettons le lancement de tests end-to-end qui serait dans un autre repo. Eh ben, on peut faire ça assez facilement avec les triggers parce qu'il va nous permettre d'inclure soit des fichiers, comme je disais, qui sont sur notre repo courant ou sur un autre repo. Là, j'ai choisi un fichier qui est sur le repo courant et il va venir nous lancer du coup ce qui est défini dans ce fichier-là en termes de pipeline.
Et après, bah, ça reste une pipeline finalement assez classique où on va pouvoir venir renseigner des stages, un bloc default et des jobs, où il va venir nous exécuter tout ça. On peut lui passer des variables, ce qui est quand même bien sympa. Et par défaut, c'est le comportement par défaut, c'est que le trigger, une fois qu'on va lancer la pipeline, eh ben, il va considérer le job comme effectué. L'ajout du strategy depend permet de faire en sorte que si la pipeline enfant fail, que le job qu'il a lancé fail aussi. Et ça permet du coup de factoriser un petit peu du code finalement, parce que si on a les mêmes choses qui vont se répéter, bah, on peut très bien dire que si c'est juste des changements de variables, on peut les passer à ce niveau-là, quoi. En termes de visu, c'est un peu bizarrement foutu au niveau de la visu. Hop, on va aller directement là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que, voilà, par exemple, on va avoir... Forcément, j'aurais pas dû le lancer directement d'ici, c'est celle-là. Voilà. Donc, les jobs qu'on va venir, ils vont être enseignés en trigger job. Une fois qu'on clique dessus, il vient nous dire c'est quoi qu'il a lancé. En fait, là, ça va être le job enfant qu'on va voir. Mais on n'a pas la visu jusque-là dans cette fenêtre-là. Donc, on peut les voir ici. Mais sinon, c'est pour vraiment voir des pipelines enfants qui ont été lancés d'un parent, du coup. Sur le même repo, c'est un peu le bazar, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel. Sur la partie, du coup, plus... Tac. Trigger d'un autre projet. Ça reste les mêmes choses. Donc, on va venir définir un trigger. On définit le projet. Là, je lui ai dit que je passais les variables et que, pareil, si ça fail, eh bien, j'ai mon job qui fail. Et en termes de visu, on voit juste ça, en fait. Hop là. C'est qu'on va voir que, une fois que je vais lancer une pipeline, il va me lancer mon job qui va trigger et il va directement rediriger vers la pipeline enfant qui est sur un autre projet. Mais cette fois-ci, elle a bien un numéro, enfin un EID et un ID, ce qui permet de la visualiser un peu plus facilement. Et là, j'ai fait du trigger L, justement, où on peut voir qu'une pipeline appelle une autre pipeline qui appelle une autre pipeline. L'enfer. Du cyclique, je pense. Je pense que ouais. J'ai pas testé. C'est vrai que j'ai pas testé. mettra un petit message au moment où il va créer, il va se rendre compte qu'il y a une dépense. Et du coup, au niveau du trigger, hop, si je reviens un petit peu sur où j'étais tout à l'heure, raté, c'est celui-là. Une fois que je vais trigger en fait mon job qui est ici trigger, il va pas prendre le repo courant en fait. C'est vraiment, il va s'exécuter dans le contexte de l'autre repo, de ce repo-là, du local trigger. Tu peux quand même lui fournir des variables aux parents. Tu peux descendre des variables, mais du coup, toutes les sources qui vont être dans ce repo ne sont pas exécutées dans le trigger. À moins qu'on utilise des artifices, typiquement les artefacts ou du cache, qui vont permettre à ce moment-là de descendre des infos au niveau de l'enfant. Tu as des exemples de breakdown où ça, c'est... Ouais. Il y a un bon intérêt. Ouais, j'en ai. Pas sur ce poste parce que c'est pas le mien, mais concrètement, sur la Croix, j'avais eu besoin de livrer des certificats sur pas mal d'environnements différents. Et j'avais fait en fait une pipeline enfant qui était juste bêtement le job de je livre un certificat à un endroit. Et après, dans ma pipeline parent, c'était j'allais décrire tous mes cas, quoi. Le lancement de test end-to-end aussi. Le lancement de test end-to-end. Ouais, par exemple aussi, ouais, c'est pareil sur la Croix, c'était fait dans ce sens-là aussi, ouais.
où tu venais trigger en fait les end-to-end de ta pipeline. Comme ça permet aussi d'extraire tes end-to-end, de pas forcément les avoir dans ton projet si tu as un beau panel de tests end-to-end. Mais ça permet un petit peu plus de découper son code, quoi, in fine. Dans un usage plus courant, tu vas plus souvent utiliser les includes que les Ouais. triggers. Mais ça a quand même son utilité. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire là-dessus? Je ne pense pas. Et donc, conclusion. Premier onglet, Charles. C'est pas grave. Premier onglet. Non, mais retourne là où t'es. Le premier onglet en haut. Oui, ok. Non, bah pas là du coup, là où tu étais tout à l'heure. Alors, l'autre, c'est quoi? Je suis en train de PC. Voilà. Et donc, conclusion, ça va être conclusion assez sommaire. Conclusion assez sommaire. Déjà, on espère que tous les éléments qu'on a pu vous passer vont vous aider si vous avez besoin de constituer des pipelines. C'est important de se dire que sur les pipelines, c'est comme, il faut reproduire les bonnes pratiques de code qu'on utilise. Donc, typiquement, factoriser du code, c'est une bonne idée. Que avoir une pipeline, c'est une bonne idée. Surtout dans des contextes de microservices, ça peut être assez compliqué s'il y a des changements effectués. Je repense au include et que on retrouve un GitLab CI dans tous les projets de microservices, ça peut être compliqué d'amener du changement. Et même si vous ne voyez pas forcément des cas pratiques sur le coup, sur ce qu'on vous a présenté, ça peut être des cas pratiques qui vont être... il y aura des cas pratiques qui vont plus être dédiés, on va dire, sur de l'infra as code et sur les pratiques GitOps, en fait, en général. Et voilà un petit peu de ce que j'en avais à dire. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, éventuellement? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, Oui. là-dessus? Des éventuels sujets à approfondir, éventuellement, pour les points futurs ou pas? Non plus. Très bien. Comparaison avec GitHub Actions. J'utilise pas GitHub. Ouais, ça. GitHub CI 10 fois mieux. Azure, tu as un outil en mode noob, un peu, on va dire, qui permet d'avoir tout en mode interface graphique où tu vas cliquer « Bonjour, je veux rajouter un… » etc. Mais du coup, qui te permet de faire que ça. Tu peux pas repasser après, switcher sur un mode éditeur comme on a là, script, et qui, du coup, parfois peut être très chiant. Beaucoup de choses ne sont pas forcément dispo non plus. Enfin, les trucs genre le when manuel, tu peux l'avoir, mais d'une manière un peu débile. En gros, tu peux laisser un job tourner à l'infini tant que tu mets pas d'interaction avec quoi. Ce qui peut être débile. Voilà. Non, mais c'est des trucs comme ça. Parce que du coup, en plus, il reste actif pour tout le monde, donc c'est super chiant. Non. Personnellement, GitLab CI. Pas la peine d'en parler, tu sais. Voilà. J'ai fait du GoCD aussi, c'est pareil, c'est infâme. Je recommande pas. Voilà. Bon, bah, c'est l'heure d'aller manger, je suppose. Merci. Merci. Voilà.